Bonsoir tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. Nous, il fait encore toujours très très beau ici à Montpellier. Quelle chance, à chaque fois je le dis, mais quelle chance qu'on a d'habiter ici. C'est tellement agréable de pouvoir aller à la plage en quittant le bureau en vélo. J'adore cette idée. Alors, je voulais vous dire une petite chose aussi. C'est notre dernier live là cette semaine, et donc du coup, il ne va plus en avoir avant fin août maintenant, parce que je vais partir pour un trip en vélo. Je pars donc samedi de cette semaine et je vais passer alors par Nevers, Orléans, Angers, Nantes, la Baule, le Pornichet, le Croisic, Guérande, Vannes, l'Île aux Moines, Quiberon, Lorient. Je retourne à Nantes, puis après je passe à Bordeaux. Donc vous l'avez compris, c'est un grand périple. Je pars 3 semaines, je vais faire un peu plus de 1000 km à vélo. Et donc je vous dis ça pourquoi? Parce que si vous êtes sur mon trajet, si vous êtes dans les villes que je viens de citer, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, dans ma boîte de réception, donc plutôt en privé, qu'on puisse s'arranger pour éventuellement se rencontrer, boire un verre ensemble à chaque fois à mon lieu d'arrivée. Donc mon lieu d'arrivée, c'est les villes à chaque fois que je viens de vous citer. Généralement, je reste une nuit ou 2 nuits. J'arrive en général en fin d'après-midi sous les coups de 17 heures. Et donc, ça pourrait être l'occasion, une fois ma tente installée dans le camping, de prendre un verre ensemble si vous souhaitez qu'on se rencontre. Donc, surtout, n'hésitez pas et vous m'écrivez en privé. Alors, je vous dis une autre chose qui est très importante, c'est le film C'est quoi le bonheur pour vous? Je vous rappelle que je l'ai mis en accès gratuit le 20 mars dernier, donc en pleine période de confinement. Le film est sorti en 2017. On avait déjà réussi à faire un exploit puisqu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont vu le film au cinéma et puis un petit peu partout dans le monde à travers des projections citoyennes. Et puis depuis qu'on l'a mis en ligne, donc le 20 mars dernier, il y a un peu plus de 800 000 personnes qui l'ont vu en plus gratuitement. Donc je suis ravi de ça. Donc si vous l'avez vu, je suis très content que ça vous ait plu. Si vous l'avez pas encore vu, c'est l'occasion de le voir. Il est en accès gratuit. Vous allez sur YouTube et vous tapez "C'est quoi le bonheur pour vous" et vous tombez directement dessus. Il y a une suite d'ailleurs du film que j'ai réalisé qui s'appelle "L'école de la vie, une génération pour tout changer". Donc j'avais commencé à faire une tournée. J'étais parti au Maroc, en Belgique et en Suisse pour le film. C'était génial, un peu comme les débuts du film "C'est quoi le bonheur pour vous". L'accueil était vraiment exceptionnel. Et puis après, on est arrivé dans cette période de confinement. Donc du coup, tout a été un peu gelé. Et ça reprend là à partir de d'octobre, non novembre. Novembre, je vais repartir encore une semaine au Maroc. Ensuite, je vais enchaîner à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, et puis après, il y aura une grande tournée en France pour, à un moment donné, passer au Zénith. Alors ça, c'est assez incroyable, parce que j'ai été convié pour donner une conférence au Zénith, et je crois qu'ils attendent 5-10 000 personnes. Il va falloir que je me prépare. Et puis, une dernière chose, c'est le congrès Innovation en éducation, la 4e édition de cette année. Donc, ça sera le 24 et le 25 octobre à Paris. Je vous rappelle que, évidemment, la billetterie est en ligne pour ceux qui ne le savaient pas, et vous pouvez donc prendre vos places. Il suffit juste d'aller dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez Congrès Innovation en Éducation, et vous verrez, il y a une billetterie. Ce congrès parle d'éducation, comme vous l'avez dû le comprendre. Il y a 10 conférenciers et il y aura 2 débats autour de sujets très intéressants, plus 28 stands sur place. Encore un beau moment à partager ensemble. Notre invité m'a demandé de vous mettre en image le prochain séjour qu'elle organise. Je lui laisserai le soin de vous expliquer précisément en quoi consiste ce séjour. Donc, c'est pas son premier séjour, évidemment, elle en fait beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà. Donc, je vais la faire arriver sur place. Je vais relever donc le son. Et puis normalement, tu vas avoir un compte à rebours, Marina, et tu vas arriver. Et voilà. Bonjour. Ah, on t'entend. Comment vas-tu? Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, rebonjour Julien. Merci de m'accueillir ce soir, de m'avoir invité. Je t'en prie. Ah, il y a un petit décalage entre ta voix et quand ta bouche s'articule. On va essayer de faire avec. Donc, comment on s'est connu avec Marina? Alors, Marina a participé au congrès Innovation en éducation. La société, alors tu me diras si c'est la société que tu as créée ou co-créée, ce que je veux faire plus tard, a déjà participé plusieurs fois au Festival pour l'école de la vie.
Et puis moi j'aime beaucoup en fait ce que vous faites. Je trouve que ça a beaucoup de sens. Ça devrait être beaucoup plus médiatisé, comme on en a parlé en amont tous les deux. Et bon, on va le voir ensemble, mais je pense que les conseillers d'orientation devraient être aussi sensibilisés à votre approche, parce qu'il y a de quoi faire. Donc, Marina, je vais te laisser te présenter. C'est le mieux, c'est ce que je fais à chaque fois, parce que tu auras les bons mots. Alors, qui es-tu, Marina? Alors, je suis avant tout la fondatrice, effectivement. Alors, la cofondatrice, on a été plusieurs à engager ce projet. Je suis la fondatrice de Ce que je veux faire plus tard. Et chez Ce que je veux faire plus tard, on est vraiment convaincu que révéler le talent de chacune, de chacun, va permettre l'épanouissement de tous. Alors, comment je suis arrivée à créer Ce que je veux faire plus tard? Moi, j'ai toujours aimé l'école. Quand j'étais petite, j'adorais l'école et j'ai toujours aimé, j'aime encore. Et puis, voilà, je voulais être prof de maths quand j'étais jeune. Et puis on m'a dit que c'était pas ce qu'il fallait faire et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc bon, j'ai fait des études de psychomotricité et puis je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et dans le monde de l'entreprise, j'ai fait ce que j'aime faire, c'est-à-dire développer les potentiels. Donc, je me suis beaucoup intéressée et je me suis passionnée pour le management. C'est vraiment des choses que j'ai développées aussi. Et puis, sans rentrer trop dans le détail, à un moment donné, j'ai créé mon entreprise, je me suis formée au coaching, j'ai créé mon entreprise de coaching. Et en 2012, c'est comme ça que j'arrive à Ce que je veux faire plus tard, je lis un article qui dit qu'en France, chaque année, il y a 150 000 jeunes qui sont déscolarisés. Là, je dois dire que je suis sidérée. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'en France, dans un pays qu'on dit développé, on laisse autant d'enfants sur le carreau. Moi, comme l'école m'a permis d'avoir une vie formidable, je me dis c'est pas possible, quoi. Il faut faire quelque chose. Donc, je viens du monde de l'entreprise, j'y connais pas grand-chose, mais je sais développer les potentiels et je me dis, je mets deux copains autour de la table, je me dis il faut faire quelque chose. Et je dirais d'une façon très naïve, ce que je dis souvent, même si je ne suis pas que naïve, je me dis, pour les aider à rester à l'école, il faut qu'ils sachent qu'ils veulent faire plus tard. Parce que l'école, c'est un moyen à minima pour faire ce qu'on veut faire plus tard. Et surtout, je me dis, priver les jeunes de l'école, c'est pour moi les priver d'un avenir choisi. Donc, je crée le premier séminaire, Ce que je veux faire plus tard chez moi, où je réunis les enfants d'amis. Et puis, évidemment, je me dis, avant ça, je me dis, pour qu'ils sachent qu'ils veulent faire plus tard, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Parce que comment on peut savoir ce qu'on veut faire plus tard si on ne sait pas qui on est? Et donc, j'organise le premier séminaire et là, je me rends compte que le problème est plus complexe. Et puis, voilà, ça fait 8 ans, hein, le premier séminaire, Ce que je veux faire plus tard, c'était il y a 8 ans. Et je me rends compte que il y a aussi un sujet beaucoup plus complexe et beaucoup plus profond qui est la confiance en soi. Alors celle-là, je l'avais mise un peu de côté, mais là, elle m'arrive de plein fouet. Et au fond, voilà, notre métier, c'est de permettre à chaque jeune de mieux se connaître, de prendre confiance en lui, ce qui va lui permettre de devenir acteur de sa vie. C'est notre mission, c'est notre raison d'être, et ça marche. Ça devrait être même la mission en fait de l'éducation nationale, tout simplement. Alors, je sais pas si ça devrait être la mission de l'éducation nationale. Ce dont je suis sûre, en revanche, c'est que les enseignants peuvent contribuer à ça. Et que nous, ce qu'on fait, donc je vais peut-être un peu hâtivement, parce que je peux peut-être expliquer aussi comment on fait, mais c'est vraiment notre volonté aujourd'hui, c'est de permettre à chaque enseignant, à chaque éducateur, à chaque personne de l'écosystème du jeune, de l'accompagner dans cette démarche d'épanouissement. Et alors, du coup, comment tu fais? Alors, notre méthode, elle s'appuie sur un triptyque tête, cœur, corps. Voilà, on pense de toute façon c'est qu'en réunissant tous ces ingrédients et en réunissant de façon systémique tout ce qui constitue la personne, ça va permettre, et on le vérifie, ça va permettre d'ancrer les apprentissages. Donc la tête, on s'appuie sur un modèle. Alors, quel que soit le modèle, je vais dire, il est bon. C'est un modèle de compréhension de l'être humain. On a choisi le modèle des 8 types de motivation de l'approche neurocognitive et comportementale pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un modèle basé sur les neurosciences. Moi, je suis passionnée par le cerveau, donc je me suis dit c'est une bonne chose. Ouais. La deuxième chose, c'est que ça parle de motivation et de ce qu'on aime.
Et moi, j'ai été élevée, fais ce que t'aimes. Mes parents étaient ouvriers, ils y connaissaient pas grand-chose. Ils m'ont dit, fais ce que t'aimes, ça sera bien. Et puis la troisième chose, c'est quelque chose qui est documenté, qui a été fait par des médecins et qui est très facile de compréhension. Et cette méthode, on l'utilise et on l'explique à des jeunes à partir de 8 ans et ils comprennent très vite, ils se l'approprient. Donc ça, c'est le premier pilier du triptyque, la tête. Après, le deuxième, c'est le corps. On oublie le corps. Moi, j'ai fait des études de psychomotricité, donc j'ai à cœur de réunifier tout ça. Le corps, on fait beaucoup d'activités d'expression et en fait, le modèle des motivations, ils vont le découvrir et l'appréhender par le corps. On fait du théâtre d'impro, des projets de groupe. On utilise beaucoup le corps. Et le troisième pilier, c'est le cœur. J'ai envie de dire, c'est le plus important parce que on a 4 accords de fonctionnement qui vont permettre aux jeunes de se dévoiler, de se révéler. Et ces 4 accords de fonctionnement, ça paraît simple. D'abord, c'est pas facile, mais surtout, si ça était mis en place, comme certains enseignants le mettent en place dans leur classe, ça change la vie. Donc, le premier accord, c'est la bienveillance. Je sais que ce terme est galvaudé. Je sais que on dit beaucoup de choses autour de la bienveillance, à tel point que nous, on parle maintenant de bienveillance impitoyable. La bienveillance, quand elle est utilisée, elle est vécue et les jeunes, au début, c'est un peu complexe, mais très vite, ils se l'approprient. Ça fait des miracles. Parce que chacun va avoir la possibilité de s'exprimer, de se révéler, de se découvrir en toute sécurité. Donc ça, c'est le premier accord de fonctionnement. Bienveillance vis-à-vis de soi, bienveillance vis-à-vis de l'autre. Le deuxième, c'est l'écoute. Et pas simplement une écoute, j'écoute, ça passe parce que j'y crois, ça passe pas, j'y crois pas. J'ai une écoute tête, cœur, corps aussi. J'écoute avec mes tripes, comment ça fait chez moi, dans mon corps. J'écoute avec mon cœur. J'écoute avec les images qui viennent dans ma tête. Le troisième, c'est la co-responsabilité. Je fais de mon mieux. Ça rejoint les accords Toltec, tout ça. Mais je fais de mon mieux et je participe. Et c'est toujours très émouvant pour moi de voir ces jeunes qui vont à chaque fois sortir de leur zone de ce qu'ils connaissent et de tout faire pour participer, contribuer pour eux et contribuer pour le groupe. Et le dernier accord de fonctionnement, c'est la confidentialité. La confidentialité va permettre là aussi que le jeune puisse se révéler, se découvrir sans craindre que ça soit dans son dossier, sans craindre évidemment qu'on aille rapporter ça à quiconque et sans craindre que ce qu'il fasse va être utilisé pour autre chose. Ok. Ouais, c'est tout un programme, c'est génial. Et je confirme, c'est génial. et est-ce que les conseillers d'orientation sont pas les premiers visés, non, par rapport à ça? Alors, comment dire? Moi, dès le début, je me suis dit, ces outils-là, c'est incroyable ce qui se passait. Enfin, très honnêtement, je le raconte souvent, mais moi, le premier séminaire, il était chez moi, avec 12 jeunes. J'étais là du début jusqu'à la fin. Et le vendredi soir, quand j'ai vu j'ai entendu et je les ai vus parler de ce qu'ils avaient vécu, j'étais un peu suffoquée quand même. Ça, le lundi matin, enfin, tu te doutes bien que le lundi matin, ils n'avaient pas envie de venir. 8 ans plus tard, ils n'ont toujours pas envie de venir. Ils ont souvent été forcés par les parents. Et quand je les écoutais le vendredi soir, ça avait transformé leur vie. Donc maintenant, voilà, je le dis d'une façon très simple et très naturelle. Les activités, ce que je veux faire plus tard, changent la vie, changent sa vie. Moi, ça a changé ma vie. Ça change la vie. Tous les gens qui ont participé, que ce soit les jeunes, que ce soit les enseignants, que ce soit les adultes qui participent à une activité, à une formation, ce que je veux faire plus tard, transforment leur vie. Ouais, c'est énorme. Donc, les conseils d'orientation. Donc, au début, je me suis dit, bon, on va aller leur donner ces outils-là, parce que moi-même, quand j'étais jeune, j'ai été en contact avec des conseillers d'orientation. On m'a gentiment expliqué que c'était pas mon métier, que c'était le leur, et que je pense qu'il y avait autre chose à faire. Je pense que aussi, quand je suis allée rencontrer une personne qui était responsable, on avait moins d'expérience qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des expériences dans des classes et dans des sections, en particulier des sections SECPA, mais pas que, où on a des résultats, voilà, ou que ce soit les enseignants, les jeunes, les personnes extérieures qui viennent intervenir dans ces classes
voient le bénéfice de ce qu'on fait. Donc, on a beaucoup plus de sujets et de résultats à montrer. Mais dans une section SECPA dans laquelle on travaille à Montfermeil, depuis 4 ans, l'année dernière, en juin, pas cette année parce que malheureusement, avec ce qui s'est passé, on n'a pas de retour, mais en juin 2019, 100% de la classe de 3e SECPA a eu une orientation choisie. Donc les classes SECPA, c'est les enfants qui, dès la 6e, sont orientés en classe non générale parce qu'on estime qu'ils n'ont pas la possibilité de suivre un parcours général. Donc, 100% de ces jeunes aient pu choisir leur orientation, enfin, pour moi, c'est juste… c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau. C'est un cadeau. De toute façon, donner, c'est un cadeau. Hein. C'est clair. Et les enseignants que vous formez, c'est des enseignants de l'éducation nationale ou c'est des écoles alternatives? Alors, on est ouvert à tout, évidemment. On forme les enseignants. Alors, les enseignants qui sont avec nous et qui participent à des ateliers, ce que je veux faire plus tard, c'est l'éducation nationale, c'est des écoles publiques. On a été amené aussi à former des personnes qui mettaient en place des écoles alternatives ou dirigeaient des écoles alternatives et qui venaient nous voir en disant, je pense que j'ai à peu près fait le tour en tout ce qui concerne le parcours pédagogique, enfin la connaissance, mais j'ai envie de développer avec eux tout ce qui est savoir-être. Et donc, ils viennent chercher chez nous tout ce qui est autour du savoir-être et du comportemental et j'ose faire les choses, je me révèle au monde tel que je suis, j'accepte mes talents, je peux dire les choses, je me connecte à mes émotions. Enfin. Et pour un enseignant, c'est compliqué à mettre en place après ou pas? Alors, c'est absolument pas compliqué. Okay. Et, par exemple, beaucoup d'enseignants nous disent, moi déjà, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai affiché au tableau les 4 accords de fonctionnement. Ouais. Et quand il y a un problème, juste je me retourne et je montre les 4 accords de fonctionnement et il n'y a aucun problème qui ne se règle pas avec ces 4 accords de fonctionnement. Okay. Parce que la confidentialité, par exemple, on s'est posé la question dans les classes et en fait, on se rend compte que en dehors des classes, par exemple, si les profs, les enseignants ne parlaient pas de ce qui se passait pour les élèves et en particulier de ce qui se passait de pas bien pendant les classes, ça pouvait aussi avoir des effets extrêmement positifs. Qu'il n'y ait pas de choses qui circulent en dehors de la classe qui appartiennent à la classe. Donc, rien que ça, c'est très facile à mettre en place. Bon, ça, c'est la base. Et les personnes qui suivent la formation pro, parce qu'on a mis en place depuis 2018 une formation professionnelle pour former, justement, pour diffuser ce qu'on a trouvé, ce qu'on a développé, ce qu'on a découvert, pour vraiment transmettre et l'offrir au plus grand nombre. Ce qui se passe, c'est que quand les personnes qui suivent ça se transforment elles-mêmes, donc après, elles n'ont pas grand-chose à faire en fait. Elles disposent d'outils, évidemment, mais surtout elles ont changé de regard et donc elles changent de comportement. Je te donne un exemple, je pense que ce sera très clair. On travaille beaucoup sur ce qui nous insupporte. Alors je vais donner cet exemple-là. Il y a une enseignante qui me dit moi je ne supporte pas l'insolence. Donc, je lui dis, je fais l'hypothèse que si tu supportes pas l'insolence, tu puisses provoquer des comportements insolents. Alors, c'est difficile à comprendre et puis, c'est pas l'objet ce soir. Donc, je vais pas faire un cours sur le sujet, mais je lui dis, on va faire une petite activité qui va te permettre de faire la paix avec l'insolence. Et je pourrais imaginer que tu aies moins d'élèves insolents, voire plus d'élèves insolents. Et donc, évidemment, si j'en parle ce soir, c'est que ça a marché. Et donc, quand elle est revenue au collège, après avoir fait cette petite activité qui la faisait travailler sur elle et qui lui permettait de faire la paix avec l'insolence, elle n'avait plus d'élèves insolents. Donc, on a bien des enseignants qui se transforment eux-mêmes et nous, on n'est pas là pour les transformer. On leur partage avec eux, on leur fait vivre des choses comme on fait vivre aux jeunes. Et après, c'est eux qui mettent ou non en place. Tu vois, j'ai le souvenir aussi d'un enseignant qui m'a dit à la fin d'une formation, je me suis rendu compte que le comportement que j'avais pouvait avoir une incidence sur l'agressivité de mes élèves. Oui, bien sûr. Donc là aussi, cadeau. Oui, c'est clair. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, et ce qui est bon à souligner, c'est que on peut l'extrapoler aux citoyens lambda, tu vois, parce que là on parle d'éducation, on parle d'enseignants, mais enfin la clé du changement à l'heure d'aujourd'hui, elle vient de nous en fait, tu vois. C'est
c'est à nous, à chaque citoyen, justement, à provoquer le changement et d'abord intérieur, en fait, quoi. Tu vois, d'être Ah très oui. cohérent nous-mêmes. Ouais, J'invite à lire le livre La première paix mondiale. Et la première paix mondiale, elle commence par faire la paix avec soi. c'est ça. Mais après, on sait bien que c'est un long cheminement. C'est pas quelque chose qui se Voilà. fait tout simplement. C'est un long cheminement et notre méthode, grâce au corps, hein, parce que sinon, tout ce que je raconte là, c'est facile. Mm. Et grâce au corps, on va ancrer ça. Parce que quand on parle de bienveillance et que quand un jeune fait quelque chose et que personne ne lui dit ça va pas, c'est pas bien, mais qu'à chaque fois on valorise ce qui est fait, il le sent dans son corps. D'ailleurs, j'ai souvenir d'un jeune qui disait à la fin de son séjour ce que je veux faire plus tard. Il disait, j'étais là et il disait à sa maman, tu sais, il y a quelque chose qui a changé en moi. Je ne sais pas quoi, mais c'est à l'intérieur. Et ils ont vécu des choses en fait. Et le vécu, bah, on le sait tous, quand on vit quelque chose, c'est bien beau de parler du vélo, mais je pense que ce serait difficile d'aller jusqu'à Bordeaux en vélo simplement en en ayant parlé. C'est clair. Ah oui, mais de toute façon, ça c'est pareil. Enfin, tout le monde le dit. On vit, on apprend mieux les choses en vivant des expériences. Alors, Qu'on soit enfant ou adulte. exactement, en vivant les expériences et dans la joie. Ah oui. Et c'est vrai qu'on a des vidéos. Le vendredi soir, on organise une soirée des familles pour que les jeunes qui se sont transformés justement partagent avec leurs parents ce qu'ils ont vécu. Et on leur montre la vidéo de ce qui on fait des vidéos de ce qui s'est passé pendant la semaine. Et à chaque fois, je le dis, je dis aux parents, vous voyez, tout ça, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur. Bon, souvent, ils sont contents quand même parce que comme leurs enfants ont été forcés, quand ils les quittent le lundi matin, ils font un peu des têtes terribles. Je leur dis, ça s'est passé dans la joie et la bonne humeur, mais ils ont tous fait des choses qu'ils n'auraient pas pensé faire avant. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, jamais j'aurais pensé qu'on m'aurait fait, que j'aurais fait ça, que j'aurais réussi à faire ça, que je l'aurais fait. Mais le groupe est très aidant. Et pendant la formation professionnelle, les adultes disent la même chose. Ils disent, mais ça, je l'ai jamais fait devant quiconque. Et là, je l'ai fait grâce au groupe. Donc, c'est les mêmes ingrédients, en fait. C'est clair. Mais là, tu soulignes encore une chose, c'est la force du groupe. C'est impressionnant. Alors là, moi, quand on me dit, moi, je suis coach, hein, donc on me dit, est-ce que tu veux bien prendre ma fille? Allez, elle aime pas le groupe, etc. Je dis, non, maintenant, je dis non. Je dis, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il me faudrait, je sais pas, 5 ans. C'est clair. Ah oui, non, mais je suis complètement. Moi, je peux faire un parallèle avec ce que je vis. Tu sais, nous, on organise des séjours vélo, yoga et méditation. Ah ouais. Donc, on part avec des groupes de 12 personnes, pas plus. Et c'est exactement la même chose. En fait, les gens qui viennent, pour la plupart, c'est pas forcément des grands sportifs. Ils n'ont pas forcément fait du vélo. Enfin, tu vois, comme moi, je peux le faire quand je vais partir là bientôt. Et en fait, ils nous disent tous la même chose. Déjà, c'est transformateur pour eux, c'est impressionnant. Mais ils nous disent la même chose que toi. C'est, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait là pendant cette semaine s'il n'y avait pas le groupe. Ah Parce ben, qu'en fait, ça les a amenés à se surpasser pour pas devenir des boulets ou, tu vois. Et donc, c'est hyper intéressant, hein, cette force. et puis aussi, je pense que chez les jeunes, alors ça, ce dont je me suis rendu compte, c'est que les jeunes, ils ont confiance aux jeunes. Ils n'ont pas confiance dans l'adulte. Ouais, je comprends. J'ai été très étonnée. Ils n'ont pas confiance. Donc, Mm. avant, il faut montrer patte blanche. Très vite, ils le font, hein. D'ailleurs, à la fin, je trouve qu'ils nous font confiance, beaucoup, très confiance. Parfois, peut-être, ça pourrait être trop. Mais on va leur donner aussi des outils, justement, pour prendre des décisions avec eux et leur âme et conscience. Parce que quand on leur pose des questions en leur disant, on fait ce qu'on appelle des temps forums, et où on leur dit où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu as envie de partager, ils nous disent mais qu'est-ce que je dois dire? Parce que quand même, à l'école, on leur dit 2 plus 2 égale 4. Et quand on leur dit mais non, mais c'est toi, où est-ce que tu en es? Et qu'ils acceptent de parler d'eux, et ben on se rend vraiment compte, premièrement, qu'ils ont des choses à dire et qu'ils le font parce que le groupe va être là aussi en support. Et tout le temps, ils disent, mais quand j'ai fait ça, je voyais vos yeux, vous étiez support. Et puis, ça les autorise aussi. Et donc, progressivement, ils vont nous faire confiance. Mais d'abord, ils font confiance aux gens de leur âge. Moi, j'ai été vraiment un peu triste d'ailleurs, hein, quand des enfants nous disaient, vous êtes les premiers adultes, parce qu'on les prend à partir de 14 ans hein, quand même. Ils disaient, vous êtes les premiers adultes, à part ma famille, qui vous intéressaient vraiment aux jeunes. C'est pas vrai, hein. Je pense que c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est leur ressenti. Et je suis aussi toujours frappée de cet espace de communication qu'on leur offre dans un espace bienveillant qu'ils n'ont pas forcément. Ah ouais, mais c'est ce que je voulais te dire, c'est que
on se rend compte assez facilement pour beaucoup de choses, hein, on pourrait vraiment englober plein de sujets, c'est qu'à partir du moment où on essaye de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, ben, finalement on retrouve une espèce de liberté, on retrouve une espèce de joie de vivre. Et c'est fou, hein, c'est applicable dans plein de choses dans notre société, quoi. Ouais. Souvent, moi, je dis, enfin, on fait la formation professionnelle qu'on fait. On leur dit, c'est pour mieux accompagner les ados, etc. Très vite, les gens disent, mais je suis venue pour chercher des outils, mais c'est moi que je change. C'est moi, c'est à moi que ça fait du bien. Ouais. Parce que ça, c'est aussi notre, enfin, moi, c'est une de mes convictions, c'est quand je suis bien, eh ben, je vais faire du bien autour de moi. Et un prof qui est bien, les jeunes, quand ils nous parlent de leur prof, ils disent, bah moi, ce que j'aime, c'est, il aime ce qu'il fait. Non, ce qu'ils détestent, c'est quand les profs vont chercher des supports sur Internet, qui prennent des supports qui sont pas eux. Mais ils disent, et un prof qui est bien dans sa tête, enfin, je vois, nous, on travaille avec des enseignants, mais ils sont merveilleux, quoi. Moi, vraiment, je leur donnerais la Légion d'honneur. Ils font des choses extraordinaires, extraordinaires. C'est ça. Pour Donc, moi, c'est un dévouement, en fait. C'est un dévouement d'être enseignant. C'est des personnes qui, je trouve, qui dévouent leur vie aux enfants, en fait, tu vois. Quand tu regardes des profs. s'ils sont à leur place, Ouais. ils se dévouent pas, hein. Ils se font du bien. Oui. Donc, soyons à notre place. Donc, c'est un peu ce pourquoi on milite. Et pour dire aux jeunes, parce que pour les jeunes aussi, souvent, c'est pas possible de bosser et d'être bien. Non, mais tout ça, si je l'ai découvert au fur et à mesure, et je leur dis, mais nous, par exemple, non, mais vous bossez pas vraiment. Oui, enfin, c'est notre métier, bon, voilà. Et leur montrer des adultes qui sont heureux de leur travail, c'est bien. Enfin, je veux dire, ça leur donne une autre forme d'espoir dans ce que ça peut être demain. Parce que Ouais, ils font sinon une différence. Et d'ailleurs, moi, bon, je continue à travailler dans le monde de l'entreprise. Et quand des gens me disent, non, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils bossent, c'est alimentaire, et puis le reste du temps, ils vont faire du bateau, du ci, du ça. Je leur dis aux jeunes, hein, je leur dis, ça, votre motivation primaire, vous pouvez l'utiliser et la vivre et la nourrir dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Il n'y a pas, dans ma vie perso, je suis motivée, dans ma vie professionnelle, je ne suis pas. Bon, maintenant, on a des nouvelles générations qui ont très à cœur de faire des choses qui ont du sens et où ils vont se réaliser et s'épanouir. c'est Donc, clair. bon. Mais en même temps, je reprends le wagon de ce que tu dis parce que ça date d'hier, donc c'est très chaud. Un gars qui m'appelle pour me proposer d'intervenir sur un sommet qu'ils vont organiser l'année prochaine, donc au Zénith. Et puis on papote et tout. Et puis il me dit, tu sais, moi je suis issu de grandes écoles de commerce. Et nous, dans nos écoles, en fait, on nous apprend pas à concilier être heureux au travail et en même temps gagner de l'argent et en même temps gagner du sens. Nous, en fait, ce qu'on nous dit, c'est il faut gagner de l'argent, quoi. Ouais, Ouais. c'est juste. Et moi, ce que je disais, mais c'est absolument fou. C'est pas indissociable. C'est-à-dire que tu peux te créer la vie de tes rêves et participer à quelque chose de positif dans la société. Après, il faut juste déterminer tes besoins, quoi. Mais c'est terrible que cette croyance existe. Moi, je me souviens de Jamel Debbouze. Ça m'avait marqué, parce que c'était tout au début où j'avais créé ce que je veux faire plus tard, et où il expliquait que la première fois, on lui avait demandé de monter sur scène, et la première fois, il avait eu un cachet, et quand on lui avait donné l'enveloppe, il avait ouvert, il avait trouvé tellement ça trop, je crois que c'était 500 francs, et il avait tout fermé, il avait couru, il était parti, et il avait dit, je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse me payer pour quelque chose que j'aime. C'est Ouais. terrible d'avoir ça. C'est d'ailleurs, bon, c'est pas le sujet, mais c'est d'ailleurs un problème des gens qui ont du mal à se faire payer quand ils font les choses qu'ils aiment. Bien sûr. J'ai Ouais. déjà beaucoup de chance de faire une chose que j'aime. Bah oui, mais si tu fais une chose que t'aimes, t'es sans doute très bon là-dedans. Donc, bah, c'est là où tu dois être bien payé. Mais bon, c'est toutes les croyances qu'on peut avoir. Mais oui, mais enfin, moi je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, j'ai créé une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, et dans ce milieu-là, en fait, pour beaucoup de thérapeutes, c'est pas normal de se faire payer parce qu'ils participent au bien-être de l'individu. Ouais. Et moi, je leur dis, quand vous allez voir un dentiste, vous le payez, il participe à votre bien-être. Donc, c'est pareil. Ouais. Ouais, c'est des croyances, comme tu dis. Mais c'est pour ça que je consacre beaucoup d'énergie là ces 7 dernières années autour de l'éducation, parce que je suis convaincu que tout part de là, en fait, tout part de l'éducation, et qu'on peut justement nous conditionner d'une bonne façon, tu vois, entre guillemets, d'équilibrer le savoir et l'être, un minima, quoi. Ah ben, de toute façon, pour moi, je trouve que c'est une cause oubliée. Je pense que on n'aurait pas les problèmes qu'on a avec le climat si on avait des gens qui étaient heureux, qui étaient à leur place, qui s'épanouissaient.
Je pense que c'est une priorité, mais quand je vois, d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand je vois la situation dans laquelle on a mis nos enfants là, euh, c'est juste, il va falloir faire quelque chose à la rentrée. Parce que moi, j'ai des parents qui m'appellent au téléphone, ils me disent ouais, il a pas beaucoup bossé. Alors maintenant, on va juste un peu les laisser tranquilles. Enfin, c'est 5 mois d'une vie, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir voir leurs amis, alors que c'est pour eux la plupart du temps quelque chose qui les ressource énormément. C'est clair. C'est important. Nous, on va accompagner autant que faire se peut les enseignants pour que puissent vraiment en parler avec leurs élèves. Moi, je suis persuadée que y a une réparation qui peut être faite, parce que je pense que c'est de l'ordre de la réparation. Si les profs, quand les profs pourront parler avec les jeunes de ce que eux-mêmes ont vécu et permettre aux jeunes de parler de ce qu'ils ont vécu. Moi, je suis et si tu savais les moments qu'on vit, enfin, c'est des moments juste de gratitude où les jeunes parlent de ce qu'ils ont vécu. Ça peut être des sujets vraiment très, très difficiles. Hein. On parle de harcèlement, on parle vraiment de moments difficiles. Quand les jeunes peuvent parler de ce qu'ils ont vécu, mais ça les libère. Mais enfin, on le sait, hein, on sait que ça libère. On a entendu tous la conférence au Festival de la vie de Catherine Guégan. Ça libère de l'ocytocine. Enfin, ça leur fait du bien. Et je pense vraiment, parce qu'il y avait quelque chose pour lequel je pourrais militer, c'est que ce soit dans les entreprises, que ce soit à l'école, mais à l'école, c'est vraiment ma priorité, parce que je pense qu'on a vraiment à faire quelque chose pour les jeunes. C'est vraiment de pouvoir partager sur ce que j'ai vécu pendant cette période de confinement, voire ce que j'ai vécu pendant la période de déconfinement, qui, par exemple, moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé beaucoup plus difficile le déconfinement tel qu'il nous a été imposé que la période de confinement. Et je pense que c'est important que chaque jeune puisse en parler avec ses parents, en parler avec ses amis, partager. Nous, on fait donc c'est un forum où ils partagent où ils en sont. Et bah, évidemment, il y a des moments, des choses qui sortent. Et je vois à quel point c'est aussi très utile pour les gens qui l'écoutent, pour les personnes qui sont autour et qui peuvent écouter ça, et comment se sentir, ne pas se sentir seul dans ce qu'on a vécu est très aidant pour les jeunes. Et ça, il y a pas, c'est pas en individuel qu'on va pouvoir le faire. Mais quand j'entends un jeune qui dit à un autre, je t'ai vu pleurer, pour moi tu représentes vraiment l'homme. Hein, ils ont 14 ans, mais ça représente quand même l'homme, et que tu t'autorises à pleurer devant moi. Moi, à qui on dit depuis que je suis tout petit, t'es un homme, tu devras pas pleurer, même en 2020. Eh bien, je trouve que c'est d'une force extraordinaire, et ils en profitent tous en profitent, quoi. Quand chacun, c'est vraiment l'individuel au service du collectif et le collectif au service de l'individuel. C'est clair. Mais ça serait une très bonne chose. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir ce message parce que c'est. Alors, tu sais, quand tu dis ça, ça me rappelle un événement que moi j'ai vécu à l'époque, donc plus petit. Je sais plus trop ce que c'était. Je crois qu'il y avait eu un attentat ou un truc comme ça. Et justement, on en avait parlé, tu vois. Et en fait, chaque enfant pouvait s'exprimer de comment lui il avait vécu ça. Et puis l'enseignant lui-même s'était exprimé en fait comment lui il avait vécu ce truc-là et comment on pouvait continuer d'avancer sereinement autour de ces événements. Donc bah ouais, c'est une très bonne chose. Mais c'est vrai, on en a parlé en aparté avant de se lancer dans le live. C'est très questionnant cette rentrée. On se demande tous comment ça va se passer pour les enfants, pour les enseignants. Moi, j'étais en contact avec beaucoup d'enseignants pendant cette période et je leur tire mon chapeau. C'est incroyable. Je trouve ils ont dû faire preuve de créativité, mais c'est juste dingue pour moi ce qu'ils ont fait. Donc bravo pour ce que vous avez fait. Et puis il y en a beaucoup aussi qui sont partis en burn-out parce que ça a été une grosse demande d'énergie. Très énergivore et chronophage en fait tout ça et c'est vrai que c'est très questionnant parce qu'on n'a pas forcément de directive et on sait pas trop à quelle sauce on va nous manger en fait à la rentrée donc c'est une très bonne question ce que tu soulèves ouais. Et le fait d'en parler c'est important ouais. Il y a deux choses dans quand je t'entends Julien. La première chose c'est que nous on a essayé, je dis bien essayé parce que de prendre soin des profs avec lesquels on travaillait. On leur a proposé des moments pour partager parce que on leur a dit mais qui s'occupe de vous quoi. Vraiment, vous occupez de vos élèves, mais qui s'occupe de vous? Ils devaient en même temps faire la classe. Enfin vraiment, moi aussi, je leur tire mon chapeau. Et la deuxième chose, c'est que parler de soi en vulnérabilité, ça permet des choses extraordinaires. Et moi, je vais donner juste le premier exemple qui s'est passé chez ce que je veux faire plus tard.
Donc moi je suis coach, donc exprimer ses émotions, dire où on en est, enfin c'est juste notre métier, donc c'est notre outil aussi de travail. Et le premier séjour où je ne suis pas, donc ma fille Julia qui a vraiment cofondé avec moi cette association, était là et on se parle le soir et elle me dit écoute, il y a eu un petit truc là, je suis pas complètement confort. Je sais pas trop. Et donc, je lui dis, bah, est-ce que tu en as parlé? Elle me dit, bah non, je suis pas sûre. Puis elle me dit, tu comprends, moi, je dois représenter l'adulte, donc tout doit être bien, enfin, je dois montrer bonne figure, etc. Je dis, non, 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 tu vas parler de ce que tu as ressenti, parce que c'est important. Sinon, ça va transiter comme ça. Et donc, tu vas le dire. Et ben, le fait qu'elle puisse le dire et qu'elle puisse dire, bah voilà, moi j'ai été touchée par ça, il s'est passé ça pour moi. C'est en forum qu'on fait, c'est aussi bien pour que les enfants, les participants, parce qu'on parle pas d'enfants, les participants puissent partager, mais aussi pour que les accompagnants puissent partager leur état émotionnel. Et ben, ça a ouvert quelque chose, ça a permis quelque chose, parce que là encore, les participants ne sont pas du tout habitués à ce que des adultes, leurs parents, leurs enseignants montrent leur vulnérabilité. Mais ce que ça permet derrière, c'est extraordinaire. Parce que là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et nous, c'est ce qui nous importe. Parce que pour mieux se connaître, il faut s'ouvrir. Pour ceux qui s'ouvrent pas, on leur dit, bah, on ne sait pas dire grand-chose, quoi. Donc, c'est vraiment ces deux points-là que les enseignants, s'ils peuvent parler de leur vulnérabilité, à quel point ça a été compliqué pour eux aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de compliquées pour eux. Donc, voilà. Mais je crois que ça ouvre justement sur la porte de la confiance. Eh oui. Ouais. Ben oui. Ouais. Alors je vois que je lis pas tout, mais je vois que quelqu'un dit ça peut être aussi anxiogène si l'expérience est vraiment mal vécue. Alors ça l'est de toute façon. Si ça a été mal vécu, ça l'est. En revanche, d'en parler, ça diminue parce que ça, on le sait maintenant, ça génère de l'ocytocine. Et l'ocytocine va vraiment faire du bien. Sinon, ça crée du cortisol et le cortisol va mettre des choses dans le corps. Et toutes les choses, moi j'ai coutume de dire, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et s'imprime dans le corps. Donc, moi j'ai vu des jeunes partager avec nous à des moments qui n'étaient pas du tout attendus, mais des moments qui ont été vécus peut-être 5 ou 6 ans plus tôt. Moi, je me souviens d'une jeune fille qui a éclaté en larmes la soirée des étoiles, qui est un moment où on voit briller leurs yeux, où ils parlent de quelque chose qu'ils aiment, et qui a éclaté en larmes en disant je vous remercie parce que quand j'avais 8 ans, je me suis fait harceler, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et elle était en larmes. Et elle m'a dit après, elle m'a envoyé un message en disant merci, je me sens forte, etc., parce qu'elle avait pu l'exprimer. Bien sûr. Donc vraiment, je pense que exprimer quelque chose et dire bah moi c'était difficile pour moi de vivre ça, c'est vraiment que des choses positives. Mais je suis entièrement d'accord avec toi et on pourrait donner plein d'exemples. Moi, j'ai encore un autre exemple qui me vient à l'esprit. C'est ce que je vis aussi à travers les séjours vélo, yoga, méditation. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des moments justement où les gens peuvent s'exprimer, tu sais, comme ça en groupe. Ouais. Dire ce qu'ils ont envie de dire, en fait, sur le séjour, ce qui va pas, sur leurs émotions, etc. Et c'est tellement libérateur. Ah ouais. Et en fait, ça crée une espèce de confiance dans le groupe. Ça crée une émulation en fait dans le groupe. Ça crée quelque chose d'assez extraordinaire. Et pour rien te cacher, en fait, depuis qu'on a commencé à organiser ces séjours, on en a fait 9. Quasiment tous les participants, c'est devenu des potes. Bien sûr. Mais moi, c'est mes enfants aussi, hein, un petit peu. Évidemment, c'est la famille, ce que je veux faire plus tard. Et ça, c'est très intéressant. Je me souviens d'une prof qui nous a annoncé la Troisième Guerre mondiale lors des attentats de New York. C'est pas tout à fait pareil, hein. C'est vraiment, je parle de ce que j'ai vécu moi. Bon, enfin, en tout cas, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que ça crée une famille, un groupe. Ouais. Et un groupe, ce que je veux faire plus tard, nous, on organise des séjours, des ateliers dans les écoles, mais on organise aussi des week-ends tremplins où on mélange différents groupes. Et au bout d'une heure, on n'est plus capable de dire qui fait partie de quel groupe. Parce qu'il y a quelque chose en commun. Et effectivement, quand on se révèle, on devient amis. Et c'est ce que disent les anciens participants. Ils disent, quand je suis arrivée le lundi matin, je me suis dit, bon, avec elle, je vais m'entendre. Avec lui, peut-être. Puis alors les autres, no way, quoi. Parce que quand même, il y a des différences il y a des gens qui ne se seraient jamais rencontrés, hein, y compris quand ils ont 15 ans, hein. Et là, le vendredi, ils disent, tu sais, papa, c'est un parent qui me raconte ça. Tu sais, papa, je les aime tous. Mais quand je dis je les aime tous,
Je les aime tous comme des membres de ma famille. Je les oublierai jamais. Ce sera toujours des gens qui seront dans mon cœur. Parce que moi, je suis rousseauiste à ce moment-là. Je pense que quand on se découvre, on est bon, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison. Et quand on est bien et on est bien pour tout le monde. Moi, c'est des exemples que je donne souvent à mes clients qui me disent oui, ça se passe pas bien dans l'entreprise et tout. Je leur dis allez dans un supermarché, parlez avec n'importe qui. Vous vous mettez dans le rayon des yaourts, vous prenez la personne qui a la mine la plus patibulaire. Et puis vous lui dites, vous connaissez ce produit, puis vous verrez ce qui se passe. Les gens sont très gentils. On me dit, à Paris, les gens sont pas gentils. C'est faux. Enfin, pourquoi? Ils seraient plus gentils à Montpellier. Effectivement, on va à la plage à Montpellier. On peut pas y aller à Paris. Soit. Mais je veux dire, les gens, quand ils sont bien, quand on leur parle bien, ils sont bien. Bah oui, mais je suis complètement d'accord. Mais tu vois, depuis le début, en fait, ce dont on parle, c'est le conditionnement de notre société. Oui. Tu vois, en fait, c'est la société qui nous fait croire que faut surtout pas parler aux gens, tu vois, il faut s'éviter, tout, etc. C'est assez incroyable. Moi, je voyage seul depuis de nombreuses années, depuis plus de 25 ans. J'aime bien, en fait, partir seul à un moment donné dans l'année. Et c'est encore un gros cliché, justement, tu vois, parce que les gens ont peur de partir seuls. Déjà, bon, ça, c'est un autre sujet parce qu'ils vont être seuls. Mais ils ont peur aussi parce qu'ils se disent que, tu vois, il y a plein de malfrats autour de nous, il y a plein de gens qui sont à moitié tarés, etc. Et en fait, non. Enfin, moi, je rencontre que des gens merveilleux, Mais très oui. gentils, très aimables et tout, etc., quoi. Les gens sont merveilleux. Mais c'est comme on nous dit, oui, moi, au début, quand on a fait nos séjours, on nous a dit, non, mais c'est bien, vous êtes avec les gamins du 6e, etc. On est allé à Montfermeil. J'ai dit, bon, maintenant, on va montrer que ce qu'on fait, ça marche. On nous a dit, mais non, mais ils vont être irrespectueux, etc. Bah non. Non. Ouais, ça m'étonne pas. Non. Un enfant, c'est un enfant. Alors, effectivement, il y en a qui vivent des situations extrêmement difficiles. On travaille avec des classes de 3 UPE2A, des enfants qui sont migrants, qui sont mineurs isolés. Mais au fond d'eux, c'est des jeunes. Ils ont 15 ans, avec les attentes des enfants de 15 ans, avec le cœur d'un enfant de 15 ans. Quand ils nous disent merci de nous aider à grandir, enfin, bon, évidemment, on se pose pas la question du sens de ce qu'on fait, mais ça questionne sur je suis adulte donc j'ai pas le droit de dire ça. Moi, ça m'amuse souvent parce que bon, moi, quand je suis avec les ados, je suis ado. J'ai pas perdu mon enfant intérieur. Et les jeunes disent, c'était bien, Marina, elle a participé. Quand ils disent elle a participé, ça veut dire elle a joué avec nous, elle a fait des jeux, des veillées du soir, etc. Là aussi, on a vraiment perdu le pouvoir de l'enfant, quoi, l'enthousiasme, la joie. La dernière fois, il y a une jeune fille qui nous a dit, non, mais moi, je veux pas grandir. Je connais que des adultes chiants. J'ai dit, voilà. Mais montrons à nos enfants à quel point on peut être heureux quand on est adulte, quoi. Enfin, faut arrêter de penser que vraiment, je suis d'accord avec toi. Quand on est adulte, c'est différent. Nous, quand on révèle son talent, on sait qu'on va contribuer à l'épanouissement de tous. Voilà. Ça, c'est évident. Et voilà. Tout part de l'école, que autant nous accompagner le plus tôt possible justement à révéler nos talents en fait. Et là où on est vraiment bon dans quelque chose, voire même dans plusieurs choses. Quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, vraiment, je le martèle, mais révéler les talents de chacun, de chacune, c'est permettre l'épanouissement de tout le monde. Et vraiment, plus on est petit, moins il y a de filtres. C'est clair. Parce que moi, pendant les formations pro, donc les formations professionnelles qu'on fait pour tous les enseignants, pour tous les professionnels de l'écosystème des jeunes, on se rend compte qu'il y a des gens à 50 ans qui découvrent une motivation. Ça m'étonne pas. Parce qu'on les a bloqués. Ouais. Vraiment bloquer une partie de soi toute sa vie, une partie qui nous donne du bonheur et de la joie. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, moi, c'est ce que je dis très souvent, c'est que j'ai l'impression qu'on passe à côté de notre vie. Tu vois, moi, quand tu dis 50 ans, c'est l'âge où la plupart ont un déclic dans leur vie, tu sais. Oui. Il y a eu les burn-out. Voilà. Mais vraiment des choses extraordinaires où les gens disent, mais c'est marrant. J'ai l'impression que ça me donne de la joie de faire ça, mais je m'autorise pas à le faire. Et tout ce qu'on vit pendant les séjours, on va le revivre pendant les formations professionnelles, exactement de la même façon. Ouais, c'est chouette. Et comment on fait? C'est bon, on nous entend apparemment. Et comment on fait pour participer justement à ces séjours, ces week-ends Alors, les séjours, on est en train de refaire notre site internet. Donc le site internet, aujourd'hui, il existe pour les réservations des séjours. Donc ça, déjà, on peut réserver directement sur internet. On s'inscrit en ligne. Il y a
Le prochain, donc, c'est fin août. Et puis après, il y en a d'autres à la Toussaint, etc. Pour les formations professionnelles, ça existe pas sur l'ancien site, ça existe sur le nouveau site. Et donc, il suffit de nous envoyer un message. Donc, on peut m'envoyer ou à contact@cequejeveusfaire-plus-tard.com. Et moi, mon adresse à moi, si on veut me poser une question spécifique, c'est marina@cequejeveusfaire-plus-tard.com. Ce qui veut dire que si je mets un lien internet après dans le descriptif de la vidéo, je peux mettre le lien de ce que je veux faire plus tard.com. Oui, tout à fait. Okay. Et on peut même mettre le lien pour s'inscrire à la formation pro s'il y a besoin qu'on passe par Hello Asso. D'accord. Okay. Mais Hello Asso, c'est pas un site internet, Hello Asso aussi? Si, c'est un site internet Hello Asso. D'accord. Et en fait, on peut s'inscrire, on peut faire des inscriptions directement sur Hello Asso. En attendant qu'on ait notre nouveau site où il y a tous les produits, pour l'instant, sur notre site actuel, il y a uniquement les séjours. D'accord. Okay. Vous allez faire une pause cet été? On a fait une grande pause là. Hein. Tout s'est arrêté le 15 mars. Hein. Parce que nous, on fait des ateliers dans les écoles. Ouais. Bon, on a continué les formations professionnelles. On a fait une partie en Zoom et une partie en présentiel. Et on organise un séjour. Le premier séjour, on devait faire un séjour en juin, un séjour en juillet. Tout a été annulé. Et on va faire un séjour en août. J'y tiens. Je tiens bon. T'as raison. Oui, donc pas de vacances estivales pour toi, alors. Ah si, un petit peu. Je pense que la rentrée, ça va être parce que tout ce qu'on n'a pas pu faire, c'est quand même, il y a plein de choses qui sont prévues à la rentrée. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a vraiment la volonté de déployer la démarche, la méthode de ce que je vais faire plus tard auprès d'enseignants. Donc, on a obtenu des financements par des fondations et là, on va former des enseignants qui eux-mêmes vont en former d'autres, faire des ateliers avec eux pour qu'ils voient vraiment l'impact de ce qu'on fait parce qu'en 3 heures, il se passe déjà plein de choses et on va s'installer dans les Hauts-de-France, on va déployer la région Hauts-de-France pour former des enseignants et développer la méthode pour offrir au plus grand nombre tous ces outils, cette démarche et révéler les talents, c'est notre maître mot. Révélons les talents pour être plus heureux. Mais c'est clair. Comment on fait si on veut t'aider? Il y a plein de possibilités. On m'envoie un mail. On peut aussi s'inscrire, adhérer à l'association, faire des dons, se former pour être bénévole, se former pour nous rejoindre. Participer à des ateliers, trouver des financements pour qu'on puisse se former encore plus de profs, plein de possibilités. Ok, ça marche. Eh ben écoute, je pense ça va faire une petite heure là qu'on est en train de papoter. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais essayer de faire un montage vidéo du coup des 2 vidéos, et puis après, je mettrai cette vidéo en plus encore en ligne sur la page Facebook. Parce que là, il y a ce petit bug. Donc, merci beaucoup, Marina. Merci à toi. C'était vraiment une grande joie de faire cet entretien avec toi. Merci beaucoup, Julien. Avec grand plaisir. Repose-toi bien. Merci. On va avoir besoin de force pour la rentrée. On va avoir besoin de force à la rentrée. C'est ma motivation aussi. Et je te dis à très, très bientôt. Et bon voyage, bon vélo. J'adore le vélo. Bravo, bravo. Merci. À bientôt. Bye, bye. Bye, bye. Et voilà, les amis, donc voilà, c'était Marina Barraud qui a créé donc du coup la société Ce que je veux faire plus tard. Je vous mettrai toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. On a eu un petit bug apparemment pendant cet entretien, donc je vais essayer de faire un montage vidéo pour raccorder tout ça et puis je mettrai ça en ligne après sur la page Facebook. Donc voilà, écoutez, comme je vous le disais, moi je pars samedi là qui arrive pour un petit trip de plus de 1000 km en France. Si vous voulez me contacter, donc vous allez sur Facebook et vous allez me trouver, vous tapez Julien Perron ou Julien Perron officiel et vous me trouverez. Je vous rappelle les destinations, je passe par Nevers, Orléans, Nantes, Angers, Nantes, La Baule, Saint-Nazaire, le Pornichet, le Croisic, Guérande, Vannes, l'Île aux Moines, Quiberon, Lorient, Nantes et Bordeaux. Et donc à chaque fois, je m'arrête une nuit ou 2 nuits. Et donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez qu'on boit un verre ensemble lors de mon arrivée au camping et je vous tiendrai informé de là où j'arrive. Je vais vous laisser avec la bande-annonce du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et je vous souhaite de très belles vacances. J'espère que vous allez bien vous reposer, vous occuper de vous occuper de vos enfants et qu'on sera tous en pleine forme pour cette rentrée. Allez, à très très bientôt. Bye bye.
a trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert? Le métier celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant. Parce que parent, ça s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est ça, c'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants, on est là pour leur donner des connaissances. Parce que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation et la formation des 5 sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses. Si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que en fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.